Bienvenue à la session de conférence regroupée sous le thème Faire partie de l'équation, innovation et technologie, parce que pour faire partie de l'équation, il faut innover. La première conférence s'intitule Créer une formation en ligne de qualité, la production à la diffusion et est présentée par Mme Nancy Gadouri. Mme Gadouri est présidente et cofondatrice, vidéaste, formatrice et stratégiste de contenu chez Explore Nadoum. Elle nous expliquera comment créer une formation en ligne, outil essentiel en ces temps de pandémie. La deuxième conférence s'intitule Comment cesser de s'inquiéter et apprendre à aimer les DRM et est présentée par M. Adrien Gardeur, directeur de produits chez Demarque, bien connu dans le milieu du livre numérique. M. Gardeur viendra présenter le nouveau module de gestion des DRM. La troisième conférence s'intitule Hub d'innovation en bibliothèque, intégration et positionnement harmonieux des équipes et des offres et sera présenté par M. Mathieu Laporte. M. Laporte est médiateur en numérique, coordonnateur au service jeunesse et expérimentation médias à BANQ. M. Laporte nous dira comment une bibliothèque pour mieux positionner ses nouveaux espaces de création, Fab Lab, Media Lab, à partir de ce qui a été fait à BANQ. Bonne session de conférence. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite présentation sur comment créer une formation en ligne de qualité, de la création à la diffusion. J'ai décidé de faire une capsule sur ce sujet-là parce que c'est des questions que je me fais souvent demander. Je me fais souvent dire par des personnes ou des entrepreneurs, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que j'ai envie de faire une formation en ligne. Je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas par où commencer. Alors vraiment, aujourd'hui, la présentation que je vous fais, c'est vraiment pour vous donner des trucs et des astuces pour comment mettre en place pour vrai un projet de formation en ligne de A à Z pour que vous puissiez mener à terme votre projet de façon réaliste. Le marché des formations en ligne est vraiment en expansion, surtout dans les derniers mois. C'est difficile de faire une formation en ligne qui va se distinguer et il y a vraiment plusieurs trucs que je vais vous donner aujourd'hui pour y arriver. C'est plus vrai. Il y a peut-être 2, 3, 4 ans encore, c'était encore vrai qu'on faisait une formation en ligne et c'était quand même facile de la vendre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et il faut vraiment créer des formations de qualité, les mettre sur des belles plateformes pour que les gens soient attirés par votre formation en ligne. Et c'est pour ça que je fais cette présentation-là aujourd'hui, pour vraiment vous donner les trucs et tous les atouts en main pour que vous puissiez réussir. Tout d'abord, voici les étapes à suivre pour créer une formation en ligne de qualité. Il faut tout d'abord planifier le projet. Une des erreurs que je vois souvent, c'est que des personnes vont commencer à créer tout de suite le contenu de leur formation en ligne sans avoir réfléchi à toutes les étapes. Il faut aussi penser à la production, à l'hébergement, à la diffusion et au marketing. Un coup, là, tu sais, qu'on va avoir toute notre production, tout notre contenu, il faut le mettre à quelque part, puis il faut le vendre. Et c'est pour ça que j'ai mis ces étapes-là. Même avant de commencer, je vous suggère vraiment de mettre en place, de vous écrire un petit document qui va mettre les principales idées pour chacune de ces étapes-là. Première chose à penser au niveau de la première étape, de la planification du projet, c'est s'assurer que le sujet de sa formation est pertinent. C'est sûr que ce que vous avez à montrer est intéressant pour quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Mais souvent, l'erreur qu'on fait est par rapport à l'angle de notre sujet. Par exemple, les formations sont souvent un peu trop générales. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'offres de formation, comme je vous ai dit. Il faut choisir une formation ou un sujet vraiment plus spécifique ou qui va s'adresser à une audience beaucoup plus ciblée, pas nécessairement à monsieur, madame, tout le monde. La première étape, c'est quand même assez facile. Faites une recherche sur le web pour savoir est-ce qu'il y a déjà des formations en ligne qui se donnent sur votre sujet et quel angle ils ont déjà pris pour éviter de répéter la même chose, tout simplement. Ensuite, vous pouvez faire une analyse de marché aussi. Il n'y a pas besoin de se lancer dans des grands documents là, de 40 pages. Simplement, par exemple, si vous avez déjà une communauté sur Facebook, vous pouvez simplement écrire aux gens qui sont dans votre communauté, est-ce que ça vous intéresserait de suivre une formation sur telle chose? Ou vous pouvez faire une petite capsule de formation test et voir si cette capsule-là est bien écoutée par les gens, est appréciée tout simplement. Vous pouvez faire des sondages aussi sur les médias sociaux ou des sondages sur le web à vous
à vos clients ou à votre clientèle existante tout simplement et vous allez voir si la réponse est positive ou non. Si jamais ça ne l'est pas, ça ne veut pas dire que votre sujet n'est pas bon, mais peut-être que votre angle d'attaque n'est pas bon. On a juste à réviser à ce moment-là et on ne fait pas un contenu, on ne passe pas beaucoup de temps sur un contenu que finalement n'intéresse pas tant notre clientèle. Ensuite, il faut faire une planification budgétaire. Oui, c'est possible de faire une formation en ligne à petits coûts, c'est-à-dire qu'on peut acheter simplement un micro, une webcam, le faire à partir de son propre ordinateur, payer. Il y a plusieurs plateformes d'hébergement différentes qui proposent des solutions de $0 à quelques dizaines de dollars par mois. Bref, c'est quand même possible de le faire à petits coûts, mais c'est certain qu'il va y avoir des coûts autant en temps et en équipement à avoir ou en hébergement et ensuite en publicité, ce n'est pas des coûts directs, mais ça va être le temps que vous allez prendre pour faire votre marketing. Ensuite, c'est important aussi de faire la recherche d'outils que vous allez avoir besoin pour faire la formation. Par exemple, justement, je l'ai dit, avez-vous besoin d'une caméra, d'un ordinateur? Ce n'est pas tous les ordinateurs qui sont capables, par exemple, de faire de la capture avec une caméra ou un micro. Il y a certains ordinateurs qui ne sont pas assez puissants pour ça. Est-ce que vous avez déjà les outils en ligne? Est-ce que vous allez avoir besoin de fournisseurs qui vont vous aider dans le processus pour certaines parties que vous voulez déléguer? Est-ce que vous allez avoir besoin, par exemple, d'une plateforme d'hébergement, une plateforme de formation? Ensuite, c'est important aussi de se doter d'un petit plan d'action, d'un agenda. Peut-être juste le mettre dans votre agenda Google ou dans votre agenda papier. Il n'y a pas besoin nécessairement de faire un gros document, mais de dire, OK, je me réserve une demi-journée par semaine pour travailler sur ma formation en ligne. Parce que c'est toujours la dernière chose qu'on peut faire. On va servir les clients immédiats, les demandes immédiates ou les urgences administratives avant de faire notre formation en ligne. Bref, inscrivez-le à votre agenda une demi-journée par semaine, une demi-journée aux 2 semaines pour être sûr que le projet avance. Même si ce n'est pas de la création de contenu, mais au moins vous allez avoir un temps dédié à ça. Un coup que vous avez fait la planification du projet, vous êtes prêt à planifier votre contenu. Vous avez trouvé vraiment un sujet spécifique à vous, un sujet spécifique à une audience plus ciblée, pas comme je vous dis général à monsieur, madame, tout le monde. La première étape pour faire une formation, c'est vraiment de faire un plan de formation. Et si vous faites déjà de la formation, si vous êtes déjà un formateur, mais dans un autre type, par exemple des formations en présence, vous avez déjà votre plan de formation. Ensuite, il va suffire de l'adapter vraiment à la formation en ligne. Une des erreurs que je vois vraiment souvent, c'est que le formateur qui donne une formation en présence va tout simplement apporter la caméra dans sa classe et se filmer pendant son cours. Malheureusement, ça ne donne pas des super bons résultats pour la formation en ligne. La pédagogie et l'approche d'apprentissage n'est pas tout à fait pareille et les gens vont être vraiment dérangés de regarder une formation qui a été filmée dans une salle de classe. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut vraiment adapter. Fait que bref, si votre plan de formation est déjà fait, bien, vous êtes chanceux. Il vous reste seulement à faire l'adapter. L'adapter, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va choisir des formats vidéo uniquement? Est-ce qu'on va choisir aussi des fichiers audio avec? Est-ce qu'on va décider d'ajouter des PDF? Est-ce qu'on va choisir d'ajouter des quiz en ligne? Est-ce qu'on va choisir d'ajouter un service de notification, de courriel, de suivi pour assurer que l'apprenant avance dans sa formation? Bref, c'est ça qu'il va falloir que vous pensiez. Ensuite aussi, formation en ligne veut dire aussi exercice pratique. Vous n'êtes pas là, quand la personne fait la formation en ligne, pour avoir de la rétroaction. Il n'y a pas personne qui va lever la main en classe pour vous poser une question ou pendant que vous êtes en train de faire votre enregistrement. Bref, c'est souvent très apprécié de faire des exercices pratiques qui sont facultatifs, que les apprenants peuvent faire ou non, mais qui vont permettre à l'étudiant de vraiment mettre en pratique les notions que vous allez expliquer, par exemple, dans une vidéo théorique. Les outils de suivi aussi sont super importants. Comme je vous l'ai dit, c'est important de mettre ça en place quand on fait de la formation en ligne. Les gens font ça souvent en déjeunant le matin ou en
montant dans l'auto au travail, tout simplement. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir des outils de suivi pour être sûr que la personne a bien complété sa formation ou a bien avancé ou est en train de la suivre tout simplement parce que oui, ça arrive fréquemment que les gens achètent des formations en ligne, la laissent là puis disent à un moment donné, je vais la faire, mais la font à plusieurs mois, plusieurs semaines ou jamais, dans le fond, tout simplement après. Fait que les outils de suivi, c'est quelque chose de vraiment super important. Et les attestations et examens, si c'est nécessaire dans votre domaine. Mais c'est aussi une façon de savoir si les personnes qui ont acheté ou suivi votre formation en ligne l'ont terminée ou non. Si on se rend compte que la moitié des personnes ne terminent pas la formation ou se rendent à quelques leçons seulement, bien, il y a peut-être un problème dans votre formation en ligne. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut planifier, la mise à jour du contenu de votre formation en ligne. Les gens s'attendent à avoir une formation qui soit toujours à jour avec le contexte actuel. Ensuite, on tombe à l'étape production. C'est là que vous allez avoir besoin d'équipement et peut-être un peu d'aide technique parce que ça a l'air simple comme ça. Mais bref, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des ordinateurs. Ça prend quand même un ordinateur performant de faire ça. Souvent, les gens ont un portable et s'imaginent qu'avec leur portable, avec la caméra puis le son du portable, ils vont être capables de créer une formation de qualité. Vous l'essayerez, vous ferez le test chez vous et vous allez voir que souvent, l'image n'est pas trop de qualité de la caméra d'un portable. Le son qui sort de là est un peu cacane. Des fois, il y a de la distorsion. Des fois, il y a des bruits ambiants. Il y a toutes sortes de choses qui font que l'ordinateur peut être ralenti. Des fois aussi, il y a des applications qu'on peut enregistrer des formations, mais avec des applications web. Si on utilise le Wi-Fi, il peut avoir des images ou du son qui lag pendant qu'on enregistre. Bref, première chose que ça prend, un ordinateur quand même, un bon ordinateur, un ordinateur quand même assez performant. Et l'ordinateur fixe est toujours meilleur qu'un portable, à moins que vous ayez vraiment un portable de feu, mais les ordinateurs fixes sont souvent plus forts que les ordinateurs portables. Ensuite, ça va vous prendre une webcam. Comme je vous dis, souvent, il y a des ordinateurs qui ont des caméras intégrées, mais les caméras intégrées sont souvent de mauvaise qualité. La webcam, c'est ce qu'il y a de plus pratique, le plus versatile, c'est léger, ça se plug à peu près après n'importe quel ordinateur, même si vous avez un portable. Et la qualité d'image va être vraiment très intéressante. Et en plus, souvent, il y a certaines webcams qui ont un micro intégré qui est encore meilleur que celui de l'ordinateur aussi. Ça peut vous aider. Ça va faire une belle qualité d'image en HD aussi. La plupart maintenant sont en HD, même certaines sont en 4K, en format grand écran. En plus, la webcam est très versatile, fait que vous pouvez l'utiliser sur un trépied aussi, si jamais vous ne voulez pas nécessairement être à votre ordinateur ou filmer aussi une capture d'écran en même temps. Vous pouvez la mettre sur un trépied et vous filmer sur un trépied facilement. Quel que soit l'appareil que vous allez utiliser pour faire votre tournage ou pour faire votre capture de formation en ligne, vous devez absolument avoir un micro. Ça peut être un micro-cravate, ça peut être un micro de style bureau qu'on met sur le bureau, ça peut être un micro après votre casque d'écoute. N'utilisez pas les micros qui sont intégrés aux ordinateurs. C'est vraiment pas des micros de bonne qualité et à la post-production, vous allez avoir vraiment de la difficulté à travailler avec ce son-là. Autre chose dont vous allez avoir besoin, c'est le logiciel de tournage. Par exemple, avec une webcam, il va souvent avoir un logiciel de capture qui va venir avec la webcam. Vous pouvez utiliser ces logiciels-là, ils vont quand même bien, mais il y a d'autres possibilités comme OBS Studio ou Loom qui peuvent être utilisés. Ensuite, un coup, vous allez avoir fait votre tournage, il y a quand même un petit peu de montage à faire. Souvent, on va couper au début, on va couper à la fin, on va couper les bouts où on a bégayé, où on s'est trompé dans nos mots, ou les bouts que finalement, c'est trop long pour rien, on se rend compte que c'était pas bon. Fait qu'il y a toujours un minimum de montage aussi à faire. Fait que ça aussi, il y a plein d'applications quand même gratuites qui sont vraiment pas chères dans lesquelles vous pouvez faire du montage, mais il faut penser à cet outil-là que vous allez avoir besoin ou sinon à un fournisseur qui va pouvoir faire le montage ou les ajustements pour vous. Ensuite, autre chose que je vois que les gens oublient souvent, ça vous prend une identification pour votre formation. C'est-à-dire, ça vous prend du matériel graphique. Votre formation en ligne, là, allez-vous, par exemple, mettre une animation au début de votre logo, un titre. Est-ce que pour la vendre, vous allez avoir besoin d'une image, d'un
d'une carte d'affaires ou d'une carte de visite de votre formation en ligne. Fait que ça aussi, c'est important de produire ça vous-même ou de faire appel à une graphiste pour pouvoir développer ça, des outils d'identification de votre formation qui vont vous servir à afficher sur votre site web, sur la plateforme, faire de la publicité, etc. Fait que bref, ça aussi, c'est au moment de la production qu'il faut y penser parce qu'il va falloir souvent l'insérer au montage, au début ou à la fin en générique, par exemple. Une étape qui est souvent négligée par rapport à la création des formations en ligne et souvent par rapport à l'hébergement. La personne va toute créer sa formation en ligne et va dire, bon, maintenant, où est-ce que je vais mettre ça, cette formation-là? Je vais mettre ça sur mon site web, je vais mettre ça sur YouTube, je vais mettre ça sur Vimeo. Bref, il y a vraiment des dizaines d'options que vous pouvez utiliser et ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un hébergement spécialisé, c'est-à-dire qui va vous donner un système de gestion d'apprentissage, ce qu'on appelle communément dans le jargon un LMS, un Learning Management System? Ce que ça fait dans le fond, c'est que ça reproduit dans le fond un suivi d'apprentissage un peu comme dans une école avec les apprenants. Est-ce que vous avez besoin de ça? Sinon, si c'est juste des petites vidéos de formation ou d'information que vous distribuez à vos clients actuels, bien peut-être juste YouTube en version publique ou non répertoriée dans lequel vous partagez les liens va être suffisant. Mais si vous avez besoin de mettre un suivi, de mettre des quiz, de mettre des notifications, peut-être que ça va vous prendre un système beaucoup plus performant. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui utilisent YouTube en non répertorié, par exemple. Ils vont faire une formation, ils vont envoyer le lien juste à la personne qui va faire la formation. Mais il ne faut pas oublier que ce lien-là, il est partageable. La personne, elle peut le partager à 10 personnes si elle veut. Elle peut télécharger le vidéo sur YouTube et le repartager à d'autres personnes ou le republier sur Internet comme elle veut. Bref, YouTube, c'est une bonne solution. C'est gratuit, mais en même temps, c'est non sécurisé et ça peut être accessible finalement un peu à tout le monde si les gens commencent à partager vos liens. Dans YouTube, il n'y a aussi aucun outil de suivi intégré. Ça veut dire que vos suivis, si vous voulez en faire, il va falloir qu'ils soient faits manuellement, tout simplement. Il y a aussi Vimeo que je vois que les gens utilisent vraiment souvent. C'est principalement des formats vidéo qui vont être à mettre dans Vimeo. Il y a possibilité de faire des formations en direct dans Vimeo. Ça, c'est super intéressant. C'est un accès avec un compte utilisateur. Fait que vous avez plus de pouvoir sur qui a accès à votre formation si la personne a vraiment payé. Il n'y a pas... Par exemple, il y a des trucs de sécurité aussi qui fait que les gens ne peuvent pas nécessairement télécharger vos vidéos et tout ça. Mais c'est encore pas Vimeo un LMS, c'est pas un système de gestion d'apprentissage. Si on veut aller dans un système de gestion d'apprentissage, bien là, il va avoir des frais un peu plus élevés. Par exemple, Vimeo, il va avoir des frais mensuels entre 10 et 95 $. Si on va dans des plateformes qui sont vraiment des systèmes de gestion d'apprentissage, des LMS, bien là, les frais vont pas aller de 50 $ jusqu'à 200, 250 $, tout dépendant des options ou des plateformes que vous allez choisir. Sauf que dans les systèmes de gestion d'apprentissage, vous allez avoir différents formats possibles. Par exemple, YouTube, c'est juste des vidéos. On ne peut pas mettre nécessairement de PDF ou de quiz. Même chose dans Vimeo, c'est limité souvent aux vidéos. Dans un LMS, en théorie, vous êtes capable de mettre toutes sortes de fichiers, autant à l'écrit, à l'audio que vidéo. L'accessibilité est hyper contrôlée, c'est-à-dire que chaque personne a un compte utilisateur avec un mot de passe. C'est impossible de télécharger le contenu. Vous pouvez inscrire, par exemple, des groupes aussi. Fait que, bref, vous avez vraiment un contrôle sur les gens qui vont suivre votre formation en ligne. Il y a aussi souvent dans ces plateformes-là, un service d'achat. C'est-à-dire qu'il y a déjà une boutique en ligne dans laquelle vous allez pouvoir rediriger les gens qui vont acheter vos formations en ligne. Fait que ça aussi, le fait de ne pas être obligé de créer votre propre boutique en ligne sur votre site web peut alléger votre processus de vente de formation en ligne. Ça va être possible de mettre des examens, d'émettre des attestations de façon automatique, des certifications, d'avoir la progression de vos élèves. Ça aussi, c'est super important. Est-ce que vous avez besoin de voir la progression de vos élèves? Est-ce que vos élèves sont rendus à 25 %, 50 %, 100 % de votre formation? YouTube et Vimeo ne vont pas nécessairement vous le permettre, mais un système de gestion d'apprentissage, un LMS, va pouvoir vous le permettre. La plupart des systèmes de gestion d'apprentissage, les LMS, vont aussi mettre à votre disposition des outils marketing, comme une page
où votre formation va être affichée, une boutique en ligne, un outil pour envoyer des courriels marketing à votre liste de diffusion, va aussi vous permettre de faire du reciblage, de vendre une deuxième ou une troisième formation, par exemple, à vos étudiants actuels. Par exemple, la plateforme d'Académie que vous voyez à l'écran est un système de gestion des apprentissages, c'est-à-dire que les formations en ligne qui se retrouvent sur cette plateforme-là, les instructeurs qui ont mis des formations ont vraiment un suivi personnalisé de A à Z de leur formation et aussi de leurs apprenants. Par exemple, on a ici l'instructeur Pierre-Olivier Desrosiers qui donne des formations pour les entrepreneurs par rapport à leur comptabilité et à leur fiscalité de leur entreprise. Il y a 4 formations sur la plateforme différentes avec un différent nombre d'étudiants. Ces formations sont hébergées sur D'Académie, sont vendues par D'Académie, par la boutique en ligne de D'Académie et, par exemple, les fonds qui sont amassés par ces formations ou par la vente qu'il fait, lui sont reversés automatiquement à son entreprise, tout simplement. Il peut s'assurer de voir si ses apprenants, ses étudiants suivent bien la formation et voir leur progression. Il peut leur envoyer des courriels automatiques de bienvenue quand ils ont fini une leçon, quand ils ont fini des cours. Il peut leur envoyer des courriels aussi en cours de route. Il peut créer des quiz pour chacune de ces formations et émettre des attestations aussi à la fin de ces formations. Bref, c'est ce qu'un LMS va vous permettre de faire par rapport à une plateforme comme YouTube ou Vimeo qui est beaucoup plus simple. Dernière étape, la diffusion et le marketing. Parce qu'il ne suffit pas juste de faire une formation en ligne, de la produire et de la déposer sur le web. Évidemment, il faut tout faire un plan de diffusion et de marketing pour réussir à vendre notre formation en ligne et qu'elle soit diffusée efficacement, bref, qu'on ne l'ait pas faite pour rien. Première chose, comme je vous dis, l'hébergement est super important. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez tout faire ça vous-même? Si vous voulez tout faire ça vous-même, bien, YouTube et Vimeo peuvent être des solutions vraiment super intéressantes pour vous. Mais si vous voulez une visibilité accrue, surtout si elle est payante, votre formation en ligne, bien peut-être qu'un hébergement comme sur un LMS va vraiment vous aider au point de vue de la diffusion et du marketing. Comme vous avez vu, D'Académie, bien, il y a plusieurs formations, plusieurs instructeurs, plusieurs apprenants. Bien, il y a du remarketing qui est possible, du reciblage qui est possible à d'autres personnes qui sont déjà dans la plateforme, mais qui n'ont pas suivi cette formation-là, bien, vont en suivre une autre par après parce qu'ils ont reçu une infolette, par exemple. On vous conseille, au niveau de la diffusion et de marketing, de commencer à parler publicité de votre formation au moins 3 mois avant sa sortie. C'est-à-dire que vous allez commencer à créer du contenu gratuit, soit écrit, vidéo ou audio, par exemple, sur une plateforme comme Facebook ou YouTube, qui va parler de votre formation, qui va donner des petits trucs aussi par rapport à votre formation, des choses que vous donneriez gratuitement, mais qui vont attirer les clients peut-être à vouloir aller plus loin et acheter votre formation. Et ça, c'est facile de commencer ça avec sa clientèle actuelle, mais il ne faut pas attendre que notre formation soit faite et complétée et en ligne. Commencez avant sans problème, là, dire « Hey, moi, je travaille là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? » Et même en sortant ces premiers éléments-là, peut-être que vous allez avoir de la rétroaction de vos clients et ils vont vous donner des trucs pour améliorer votre formation en ligne pendant que vous êtes en train de la faire. Ensuite, il faut que vous pensiez à l'inclure, votre formation en ligne, dans votre marketing général, dans votre offre de service général. Il faut le publiciser. Hey, maintenant, saviez-vous que notre entreprise ou notre organisation offre des formations en ligne et le mettre, par exemple, sur votre site web habituel, le mettre sur vos pamphlets, bref, à tous les endroits où vous faites du marketing habituellement. Gênez-vous pas pour commencer à le mettre dans votre offre de service officielle. Et ensuite aussi, il faut planifier de faire du marketing dédié. Tout à l'heure, j'ai parlé de visuels qui sont en lien avec la formation en ligne que vous êtes en train de créer. Bien, faites aussi préparer des visuels pour faire des publicités. Il faut que vous prévoyez du temps et du budget pour publiciser votre formation. Et là, évidemment, il existe une panoplie de types de marketing que vous pouvez faire pour votre formation. Il y a du marketing de contenu, du marketing direct, des tunnels de vente, etc. Et ça aussi, il y a certains LMS qui vont vous
proposer de faire ça, mais il y a aussi des agences marketing qui sont spécialisées là-dedans, tout dépendant de où est-ce que vous voulez aller. Après, avec ça, vous pouvez commencer par investir 100 $, mais vous pouvez en investir 10 000 $ aussi si vous voulez. Ça, c'est vraiment à votre discrétion, puis où est-ce que vous voulez aller avec votre formation en ligne. Mais il ne faut pas oublier le marketing dédié. Il faut en prévoir au moins du temps et un petit peu de budget pour ça. C'est ce qui complète ma petite capsule d'information aujourd'hui sur les principales étapes pour créer une formation en ligne de qualité. Si jamais vous avez besoin d'aide au niveau de la planification de votre formation, de la création de contenu ou de la production, de l'hébergement ou du marketing de votre formation en ligne, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous voulez en savoir plus, gênez-vous pas, appelez-nous aussi, on va pouvoir vous aider. Passez une belle journée! Bonjour à tous, je me présente, je suis donc Adrien Garder, le directeur produit de chez Demarc. Et dans le cadre de cette présentation, je vais vous parler d'une nouvelle solution de verrou numérique pour le marché de l'édition. Alors les solutions de verrou numérique sont pas toujours les choses qu'on connaît le mieux, mais c'est un élément important de tout dispositif, notamment par exemple de prêt numérique. Et dans le cadre de cette présentation, je vais vous présenter une solution qui est intitulée LCP. Donc, j'utiliserai l'acronyme tout au long de cette présentation. Mais je me permets quand même de préciser ce que veut dire ce LCP. Ça veut dire License Content Protection. Et c'est une solution qui a été développée au sein d'un organisme interprofessionnel, la Fondation Iridium. Donc, pour replacer un petit peu les choses en son contexte, il y a un certain nombre de points dans lesquels Demarc est impliqué depuis de nombreuses années à propos de la solution Iridium. Et c'est un travail en fait de longue haleine. Remplacer les solutions existantes, faire évoluer l'industrie, pas juste au Canada, mais dans le monde entier. C'est quelque chose qui nous a demandé de travailler maintenant depuis l'année 2013 pour réussir à mettre en place cette solution. On a tout d'abord été très investi dans la définition de cette solution, avec un travail qui a commencé autour de la spécification de Iridium LCP à partir de 2013 et qui continue encore aujourd'hui, notamment via des évolutions. Mais un point qui est assez intéressant, c'est que Iridium LCP est sur le point de devenir une norme ISO. Donc, c'est parti de quelque chose qui était vraiment un besoin d'un certain nombre d'industriels du marché. Et à fur et à mesure que le projet a pris de l'ampleur, on en est maintenant à avoir quelque chose qui sera très prochainement une norme ISO, ce qui va aider notamment l'adoption de cette solution, pas que dans le milieu des bibliothèques ou dans le marché de la vente au grand public, mais aussi dans des cadres comme des usages gouvernementaux dans certains pays, la production de documents officiels, c'est notamment évoqué pour l'Union européenne. Voilà, c'est une étape importante pour ce projet. À part le côté spécification, qui est une spécification open source d'ailleurs, qui est libre, nous avons aussi été très impliqués dans la création de plusieurs projets sous licence libre autour de ce verrou numérique, notamment la création d'un serveur sous licence libre, donc des travaux qu'on a commencé un petit peu après la spécification autour de 2014, mais aussi sur la création des outils de lecture sous licence libre. Donc au sein de Demarc, on développe notamment des applications mobiles. On développe des applications à la fois pour iOS et pour Android. Et ces applications sont basées sur un certain nombre de projets interprofessionnels, aussi développés au sein de la Fondation Iridium. Et nous participons activement à la définition de ces projets-là, sur lesquels on s'appuie. Et finalement, un peu plus récent, bien que ce projet soit parti d'une initiative autour du format EPUB, qui pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le format EPUB, c'est le standard vraiment pour le livre numérique qui est utilisé à peu près partout. Mais on s'est rendu compte
qu'il y avait aussi des besoins qui dépassaient simplement le cadre de ce format EPUB et qui dépassaient le cadre du livre numérique, notamment le besoin de protéger des documents pour lesquels le format PDF est encore assez utilisé, et encore un peu plus récemment, le besoin de protéger des livres audio. Donc le livre audio, on en entend beaucoup parler depuis quelques années. On sait que les usages progressent considérablement, notamment en Amérique du Nord. Mais le livre audio reste un domaine dans lequel il y a encore beaucoup d'efforts de standardisation à faire. Chacun dans l'industrie travaille un peu de sa manière. Et dans le cadre d'une volonté de standardiser un petit peu ça pour que ça soit plus interopérable, on a notamment travaillé à l'adaptation de Iridium LCP au format livre audio. Certains d'entre vous qui ont pu utiliser des solutions de prêt en bibliothèque, donc on pense en particulier à prêt numérique, ou qui ont pu acheter des livres numériques auprès d'un libraire, ont pu se retrouver confrontés à une solution qui est proposée par Adobe, qui s'appelle ACS, Adobe Content Server. Cette solution est en place maintenant depuis 2007, mais à bien des égards, c'est une solution qui n'est pas satisfaisante, et c'est justement dans la logique de proposer quelque chose de plus intéressant à bien des égards, et aussi sur lequel on a un contrôle, qu'on a développé cette solution Iridium LCP. Donc un premier point qui est important quand on compare cette solution propriétaire d'Adobe à cette solution plus ouverte qui est LCP, c'est qu'on a voulu créer quelque chose qui est plus simple à utiliser pour les usagers et qui est aussi moins contraignante. La solution d'Adobe nécessite notamment la création d'identifiants supplémentaires, un compte Adobe, alors que sur LCP, on s'appuie sur des choses que les usagers connaissent déjà. On peut illustrer ça avec un exemple en bibliothèque. Un usager qui emprunte un livre en bibliothèque avec LCP n'aura besoin que d'utiliser des informations que cet usager a déjà. Par exemple, son numéro de carte de bibliothèque. Avec Adobe, on était obligé de créer un compte à part, d'avoir des étapes supplémentaires là-dessus. Une autre manière dont LCP est moins contraignant que les solutions qui existaient jusqu'à présent, donc avec Adobe, c'est notamment sur la limitation du nombre d'appareils. On a une limitation à quelques appareils, la plupart du temps 6, du côté d'Adobe, alors que côté LCP, cette notion n'existe pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de savoir sur combien d'appareils le livre a été ouvert, mais on a décidé assez tôt dans le projet qu'il était difficile de contraindre des usages, notamment avec la démultiplication des écrans que les usagers ont à leur disposition. Et finalement, en termes de contraintes, un autre point important, c'est que LCP est une solution qui est conçue pour pouvoir être utilisée même quand on n'a pas accès en ligne. Donc un usager, par exemple, des bibliothèques de Montréal qui prendrait le métro, le fait qu'on soit dans un transport public où on n'a pas forcément une connexion qui capte bien, il faudrait que ce ne soit pas un élément qui empêche cet usager de faire pleinement usage de la publication empruntée. Et c'est pour ça qu'on a pensé aussi LCP avec des usages où quand on est connecté, on a des éléments supplémentaires, mais qui ne vous oblige pas à rester connecté tout le temps. Un autre aspect qui est très important, c'est que LCP a été pensé avec les bibliothèques et pour les bibliothèques. Donc j'ai déjà souligné, il y a notamment cette histoire de compte, donc on n'a pas besoin de compte supplémentaire pour un usager en bibliothèque. Et il y a surtout deux fonctionnalités qui sont très importantes et qui sont au cœur du dispositif de prêt. Mais aussi dans certaines bibliothèques académiques, notamment la possibilité de plus facilement faire des retours anticipés. Donc, les usagers sont souvent contraints, dans le cas d'un usage en bibliothèque publique, à un certain nombre de prêts simultanés. On peut en général emprunter quelques livres à la fois et quelques livres sur une période de temps, par exemple sur un mois. Pour pouvoir dépasser ces contraintes sur la circulation des publications, on a en général besoin de faire un retour anticipé d'une publication numérique empruntée. Avec ACS, on était obligé d'avoir l'appareil sur lequel on a fait ce retour, ce prêt,
pour pouvoir faire ce retour anticipé. Avec LCP, c'est pas le cas. Donc, par exemple, ça veut dire que ces fonctionnalités vont pouvoir être affichées dans le portail de la bibliothèque, vont pouvoir se retrouver à différents endroits où il est plus facile pour l'usager de déclencher un retour anticipé. L'autre élément qui est très important, c'est le concept de prolongation. C'est assez classique en bibliothèque qu'on ait, par exemple, des règles de circulation qui autorisent un usager à emprunter un livre, par exemple, 21 jours, mais aussi de le prolonger d'une autre période de 21 jours si on n'a pas eu le temps de terminer cet ouvrage-là. Avec ACS, c'était pas possible de faire cette prolongation. Donc un usager qui aurait souhaité prolonger ne pouvait pas le faire, il était obligé de faire un nouveau prêt, ce qui veut dire potentiellement décompter des usages supplémentaires dans la licence achetée par la bibliothèque, mais aussi d'autres désagréments. Par exemple, la perte de la progression dans l'ouvrage, éventuellement des éléments de type annotation qui pourraient être perdus. Voilà, donc vraiment une expérience qui n'est pas idéale pour un usage en bibliothèque. Et à l'inverse, LCP a vraiment été pensé avec ces usages-là en tête. Donc on peut faire des prolongations avec LCP avec, selon ce que la bibliothèque autorise, le choix de la durée. Donc un usager pourrait éventuellement dire je n'ai besoin que de 2 jours supplémentaires pour terminer cet ouvrage, ou de 7 jours, pour ne pas forcément bloquer les personnes qui peuvent être en file d'attente derrière. Un autre aspect qui est assez fondamental dans les différences principales entre ACS et LCP, c'est notamment la position vis-à-vis de l'accessibilité. Les livres protégés par la solution ACS Adobe, par exemple, empêchent dans pas mal de cas l'utilisation de la synthèse vocale. Et d'autres usages, ça peut être aussi des blocages sur les tablettes braille, sur différents types d'appareils dédiés à l'accessibilité. On a fait très attention avec LCP de ne surtout pas introduire la moindre limitation de ce genre qui pourrait venir limiter l'accessibilité. Une autre contrainte aussi avec ACS, c'est que les usages étaient limités par un moteur de rendu. Donc le moteur de rendu, c'est un peu le moteur dans une application de lecture. Un moteur de rendu assez vieillissant qui ne permettait pas de supporter notamment les évolutions du format EPUB. Donc depuis la publication en 2006 du format EPUB, il y a eu de nombreux ajouts qui ont été faits, notamment en 2010 avec l'ajout du format EPUB 3, ce qui permet de faire par exemple des livres illustrés, des livres enrichis, d'avoir des livres dans lesquels on peut avoir des vidéos, du son. Et ce verrou numérique ACS bloquait ce genre d'usage-là. Donc par exemple un livre illustré où on aurait un narrateur et on pourrait suivre directement à l'écran la narration, c'est quelque chose qui ne marchait pas avec ce verrou numérique-là, alors qu'avec LCP, on n'a pas ces contraintes-là, ce qui permet d'ouvrir à d'autres types de publications, d'autres types de livres par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà. Et finalement, un autre élément qui est très important et que j'ai déjà souligné un peu plus tôt dans la présentation, c'est que LCP a vraiment été conçu comme une solution qui est indépendante d'un format donné. Donc même si à la base, le travail a surtout été réalisé autour du format EPUB, on a rajouté depuis le support du format PDF, ce qui nous permet notamment de se mettre au même niveau là-dessus qu'ACS, et aussi plus récemment le format des livres audio. Donc actuellement, par exemple, pour les usagers du dispositif prêt numérique au Québec, les usagers sont contraints à principalement des usages en ligne, en streaming, grâce au support du livre audio étant du LCP. Ça veut dire qu'on pourra avoir des livres audio en téléchargement qui restent protégés avec toutes les règles habituelles de durée, de prêt et tout ça. Et finalement, avec notamment les améliorations autour du format EPUB, on va pouvoir proposer des expériences beaucoup plus riches autour de la bande dessinée et des livres illustrés de manière générale. Il y a des éléments qui sont très propres au monde de l'illustré,
par exemple la notion de double page. Il y a aussi des éléments qui sont encore en cours de définition, comme par exemple la possibilité de lire une bande dessinée avec un mode case à case. Et tous ces éléments-là sont des choses qu'on va pouvoir faire avec cette solution, alors qu'avec Access, on était limité au PDF, donc une seule page à la fois, pas de case à case, et des contraintes assez importantes sur la taille et la nature des fichiers. Pour finir cette présentation, en fait, je ne parle pas dans cette présentation de quelque chose qui est dans un lointain futur, que personne ne peut utiliser. Cette solution a déjà été déployée sur toutes les bibliothèques du réseau prénumérique, notamment dans le cadre des nouvelles applications de lecture qui ont été lancées cette année sur Android et sur iOS, qui sera étendu à l'avenir aussi à d'autres plateformes. Donc c'est quelque chose qui est déjà utilisé et qui a déjà un impact vraiment très important pour les usagers. Et en voyant notamment les retours qu'on a pu avoir de la part des usagers et en observant notamment le support que ces verrous numériques pouvaient représenter avant et maintenant, on voit vraiment un impact très très important. Le support lié à ces problèmes d'usage et ces limitations des verrous numériques ont quasiment disparu pour les bibliothèques et Bibliopresto qui opèrent ce réseau. Voilà, merci pour cette présentation. Bonjour, mon nom c'est Mathieu Laporte, je suis coordonnateur au Square Banque Nationale. Je suis aussi chargé de projet sur le développement des offres de services puis des opérations pour la bibliothèque Saint-Sulpice. Je suis designer spécialisé en fabrication numérique et entrepreneur. J'ai fait le passage vers un laboratoire de fabrication, d'un laboratoire de fabrication numérique privé vers le Square il y a déjà près de 2 ans. Je pense qu'un bon point de départ pour mon intervention, c'était plutôt vous expliquer pourquoi on m'a demandé de venir vous parler aujourd'hui de ressources humaines en laboratoire de fabrication. Donc, au moment du dépôt des appels à communication pour le CPI cette année, je recevais beaucoup d'appels beaucoup d'appels puis de courriels de la part de bibliothèques, d'institutions scolaires ou d'autres types d'institutions culturelles qui développaient des espaces de création dans leurs murs. Donc, beaucoup de leurs questions, en fait, l'essentiel de leurs questions tournait autour du développement de nouvelles équipes qui travailleraient dans ces nouvelles initiatives-là ou comment bien supporter les ressources qui sont déjà présentes dans des projets déjà existants. Donc, comme on avait reçu autant d'appels, on s'est dit que c'était probablement pertinent d'en parler au milieu en général, donc à vous tous, puis de pouvoir vous partager un peu notre expérience à nous. Donc, au travers de ces demandes-là, il y a 4 questionnements qui m'ont paru revenir souvent, sur lesquels je voulais me concentrer aujourd'hui. Donc, on me demandait souvent où on trouve ces nouvelles ressources-là. C'est quoi les compétences de base à viser? Y a-t-il des formations disponibles? Quelle est la place de nos bibliothécaires dans ces nouveaux espaces-là? Donc, c'est vraiment, je pense, le centre du questionnement que j'ai reçu pour les ressources humaines dans ces nouveaux espaces-là. Donc, ces questions-là m'ont amené à me poser des questions moi-même. Par exemple, on m'a demandé où trouver des ressources. Moi, je me disais, est-ce qu'il y a vraiment un lieu particulier pour trouver des candidats? Ou bien c'est le réflexe d'affichage qui est adapté? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que le réflexe d'affichage déjà présent est adapté aux nouvelles réalités? Est-ce que les offres d'emploi sont suffisamment adaptées pour attirer des talents précis? Avez-vous une idée du talent exact que vous voulez accueillir dans votre nouvelle équipe aussi? Donc ça me semblait, ça devait être des réponses, des questions à laquelle il fallait répondre pour pouvoir poursuivre. Dans le contexte des compétences de base, je me suis dit, je peux pas savoir vraiment quelles compétences viser.
si je connais pas vraiment la mission ou la dédication du laboratoire. Donc, je demandais souvent en retour, mais c'est quoi que vous voulez faire avec ce laboratoire-là? Donc, les réponses qui me sont retournées étaient, je dirais, particulièrement floues. On va me répondre des choses comme c'est l'espace ado, puis on y place la technologie parce qu'on a l'impression que ça va attirer les jeunes. Ça, où on a reçu des budgets en équipement, donc on s'est équipé. On veut créer des choses, on veut développer des activités. Mais moi, je me suis dit, mais vous voulez créer quoi? Pour quelle raison? Sous quelle démarche théorique ou de design? Puis les réponses à ça sont souvent aussi floues que les premières. Donc, ensuite, la troisième question était liée aux formations disponibles. Donc là, je me suis posé la question, est-ce que le principe de formation à la carte est optimal? De mon point de vue, ben peut-être pas. Il y a peut-être là quelque chose. Un laboratoire de création, c'est avant tout un écosystème technologique, puis non un amalgame de technologies. Donc, considérant cette prémisse-là, ben peut-être que la formation à la carte n'est pas la meilleure à prévoir pour développer nos équipes. Puis sinon, mais c'est quoi le rôle du bibliothécaire dans ce lab-là? Donc, moi, je me suis posé la question, ben dans le cas d'un bibliothécaire qui est affecté à l'espace, c'est quelle position qui lui permettrait de valoriser son métier dans ces nouveaux espaces-là? Venant de l'extérieur comme ça, moi, on me semblait demander à ces gens-là d'apprendre un nouveau métier complètement. Donc, dans ce cas-là, comment qu'on fait dans ce moment-là pour approcher le développement de ces compétences en lien avec ce nouveau rôle? Donc, à mon avis, c'est par des projets qu'il va déjà comprendre. Je prends l'exemple de ressources humaines au Square. Donc, au Square, on est une équipe de 6 avec moi. Donc, j'ai la moitié de mon équipe qui provient de la bibliothéconomie. Donc, j'ai 2 personnes qui vont provenir du milieu de la bibliothéconomie, puis qui ont fait leur cours là, à l'EPSI, là, entre autres. Donc, ma première, c'est Kim, c'est ma médiatrice principale. Donc, on l'a affectée à tous les projets d'éducation, puis de médiation en éducation. Donc, elle est responsable de développer, puis d'être en charge de ce volet-là, qui est déjà historiquement très, très, très présent dans l'histoire des bibliothèques. Les bibliothèques ont toujours été présentes dans l'éducation. Donc, je me suis dit, ben c'était peut-être une piste de base pour pouvoir valoriser le métier, puis l'amener à développer de nouvelles compétences en parallèle. Mon deuxième employé qui vient de la bibliothéconomie, lui, je l'ai mis en charge des projets en inclusion. Donc, encore une fois, des sujets qui sont très chers en milieu, puis qui sont historiquement très, très, très présents. Donc, à ce moment-là, j'ai mon équipe de spécialistes en technologie qui vont pouvoir être supportés par l'équipe de bibliothéconomie et vice-versa pour développer une vision qui est cohérente et des activités qui sont fortes. Puis qui ne mettent pas personne dans une situation où il se sentirait peu compétent. Donc, c'est vraiment toutes ces questions-là qui m'ont amené, en fait, à parler de ressources humaines au CPI cette année. Je ne vais pas prétendre non plus qu'il y a une seule formule acceptable, puis que ce que je vous présente aujourd'hui est la seule façon de faire. C'est plutôt, je vous offre en fait plutôt mon point de vue critique sur qu'est-ce que j'ai vécu, puis les solutions envers lesquelles nous, on a tenté de se diriger, puis qu'on expérimente tous les jours là, ici à BRMQ. Donc, à mon avis, un des points centraux dont il faut parler, c'est comprendre et bien choisir sa mission. Donc, si on n'est pas capable de me répondre à quoi qui sert le lab, et c'est bien difficile de savoir qui va pouvoir l'opérer. Donc, à mon avis, il faut d'abord s'inscrire dans une mission forte qui, elle, va nous permettre de guider notre vision sur les profils de personnes qu'on va aller chercher. Je veux dire par là qu'une vision d'accès
simple, elle n'est pas suffisante. Donc, l'idée, un peu comme les parcs informatiques qui ont été développés il y a des dizaines d'années, où l'accès à une imprimante papier ne peut pas fonctionner dans le cas d'un laboratoire de création. Même chose que de se dire qu'on va attirer des individus par la présence d'une technologie. Donc, c'est pas une mission, à mon avis, qui est suffisamment forte pour permettre de cibler une ressource humaine. Il faut savoir avant tout, c'est quoi les impacts qu'on veut avoir sur notre ville, sur notre communauté. Est-ce qu'on veut participer, par exemple, à l'éducation? Dans ce cas-ci, de qui, comment, au travers quels outils? Est-ce qu'on veut participer à encourager un discours sur le développement durable? Est-ce qu'on veut soutenir l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on veut offrir un espace d'art-thérapie? Donc, c'est toutes des questions, à mon avis, qui doivent être posées en amont de l'acquisition d'équipements. Donc, un des premiers pièges, c'est d'amener des machines dans un lieu sans s'être questionné d'abord sur qu'est-ce qu'on voudrait faire avec. Je donne un exemple, c'est l'exemple que nous, on a au Square. Au Square, on a 3 missions, 3 énoncés de missions qui vont guider toutes nos actions. Donc, la première, c'est réactiver la capacité de nos usagers de passer d'une idée à un objet. La seconde va être de contribuer au développement de l'esprit critique de nos usagers sur les biens manufacturiers ou multimédia qu'ils vont consommer par une maîtrise de leur procédé de fabrication ou de création. Et puis la dernière, c'est de ramener au niveau local, aux citoyens, des procédés, des moyens de production. Par le fait même, placer l'usager au centre du développement de ses propres solutions qui seraient en lien avec des objets de ta vie de tous les jours ou du contenu multimédia. Donc, si je peux souligner ici, c'est que dans ces énoncés-là, on ne parle jamais de machine. On parle beaucoup plus de processus de création. Puis là est la clé, à mon avis, pour pouvoir cibler les bonnes personnes, puis pouvoir mettre en place une mission là qui est forte, là, je dirais. Ensuite, il faut vraiment s'ancrer dans les communautés, je dirais, et puis dans les acteurs qui orbitent déjà dans les champs d'action qu'on veut, dans lesquels on veut s'impliquer. Dans le cas des Fab Labs, par exemple, parce que c'est le milieu que je connais le mieux, le réseau existe depuis déjà plus de 20 ans. Il y a tellement de projets, il y a tellement de documentation puis d'idées. Il ne faut pas se placer ou placer notre individu dans un contexte où on va vouloir réinventer le bouton à 4 trous. Il est déjà inventé et il est inventé il y a 20 ans. Donc, à mon avis, il faut s'ancrer dans ce qui existe déjà. De notre côté, pour être capable de faire ça, on a des participations actives à différentes conférences internationales, dont la rencontre internationale des Fab Labs. On participe à chacune des rencontres québécoises des Fab Labs aussi. On fait partie du conseil d'administration, donc on est très, très, très présent avec les autres acteurs qui orbitent dans le milieu dans lequel on veut s'investir. Donc ça, à mon avis, c'est évidemment clé. C'est pas nous qui avons inventé la raison d'être de notre lab, on s'est vraiment ancré dans la littérature, je dirais, ou dans les initiatives qui étaient déjà présentes. Ce que je veux dire un peu par là, en fait, c'est qu'un bon ancrage théorique va nous permettre une meilleure mise en pratique. Donc, aller à la source. Dans le cas des Fab Labs, à la Fab Foundation directement. Donc, pas dans des contextes où on dilue l'information. Une fois que ces questions-là sont répondues, le profil de la personne que vous avez besoin va devenir beaucoup plus clair. Dans certains cas, on va se rendre compte que ce qu'on veut faire, c'est de l'art-thérapie. À ce moment-là, on va aller se chercher un artiste thérapeute. Dans d'autres cas, comme dans le cas du Fab Lab, on va aller chercher un designer industriel ou d'une autre provenance. Puis dans certains cas, on va aller chercher un pédagogue ou un intervenant en loisirs parce que c'est vers ces domaines-là qu'on veut aller. Je peux aussi dire qu'au Square, les offres d'emploi qu'on affiche ont beaucoup changé depuis mon arrivée. Une offre d'emploi qui était très, très générale et très intimidante par le même fait, là, où, vu qu'on savait pas trop ce qu'on voulait faire, on proposait des offres d'emploi qui étaient vraiment très générales puis qui pouvaient vraiment impressionner
les gens, puis qu'il fallait dissuader d'appliquer pour l'emploi. Puis au fil du temps, au fil de notre ancrage dans nos 3 missions, puis des activités, puis des projets qu'on a développés à l'aide de ces 3 missions-là, on était en mesure de développer des offres d'emploi qui étaient beaucoup plus spécifiques, puis à ce moment-là, qui allaient vraiment rejoindre des talents précis. Ces gens-là, pour s'assurer que ces gens-là se reconnaissent dans l'offre d'emploi qu'on va publier. Parce qu'à première vue, un designer industriel va peut-être pas aller voir dans la bibliothèque quel emploi il pourrait occuper. Donc, c'est vraiment à nous de parler son langage pour pouvoir attirer le talent. Donc, le deuxième gros morceau, je dirais, c'est des questions que je posais avant, c'est vraiment comment développer ses compétences. Donc, on va se poser une question du type comment amène-t-on quelqu'un à être performant dans un laboratoire de création? Mais j'ai malheureusement pas de recette magique, mais j'ai 4 recommandations. Premièrement, ne pas sous-estimer le métier des autres. Donc, apprendre à devenir designer, ça prend autant de temps qu'apprendre à faire un autre métier. Ce sont des métiers de haut niveau. Même chose pour l'artiste thérapeute. La capacité de création, c'est pas nécessairement quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui demande de la pratique, une structure, une vision pédagogique qui est structurée, qui te permet aussi d'entrer dans ce monde-là. Et il faut prendre le temps de le faire, puis de ne pas sous-estimer le temps que ça prend de devenir un créateur. Puis aussi, il y a déjà plusieurs domaines d'études qui forment ça, des créateurs. Donc, peut-être que quelque part, il y a un lien à faire là, puis dire, on va peut-être aller voir ces gens-là d'abord. Ensuite, je dirais qu'un piège à éviter, c'est il faut absolument s'éloigner d'une vision d'équipement ou une vision technique. Ce que je veux dire ici, c'est que si on vous propose, par exemple, quand vous demandez des formations, une introduction à l'impression 3D dans des termes de machine, c'est un piège. N'y allez pas. L'important, c'est pas la capacité d'opérer la machine, mais c'est la capacité de créer un objet qui pourra ensuite être créé à partir de l'imprimante 3D. Et de donner la capacité à une personne de répondre à ses besoins par l'imprimante 3D. Donc, la machine n'est pas une fin en soi. Le processus l'est. Donc, au Square, pour représenter ça, on a une politique pas de figurine ou on appelle la politique pas de Pokémon. Donc, si un objet n'a pas été créé au Square ou s'il ne répond pas à un besoin précis, on ne va pas l'imprimer. Donc, on n'imprime pas pour imprimer. On va vouloir imprimer dans la mesure où il y a un objectif d'apprentissage qui a été réalisé, puis qu'on est en mesure de sortir une idée de la tête de notre jeune qui vient nous voir. Puis à ce moment-là, l'impression 3D, c'est comme un peu le bonbon qui vient avec. Je dirais aussi qu'il faut investir dans la formation, mais il faut aussi bien les choisir. Je dirais, concentrez-vous sur des formations de fond qui va permettre à votre personnel de créer un processus de réalisation d'objets, peu importe la machine. L'équipement n'est pas une fin en soi, je le répète parce que c'est vraiment important, à mon avis. Dans ma tête, la machine, elle sert à rien sans l'idée de l'être humain qui est derrière. Donc, à mon avis, la planification des formations devrait s'aligner avec cette vision-là. La maîtrise technique ou de l'équipement va venir ensuite. Puis je dirais que le troisième, le dernier point important, c'est de prendre son temps. Vraiment. Au Square, ça nous prend un minimum d'1 année avant d'être compétent sur toute la ligne ou être en mesure de maîtriser tout l'écosystème technologique, puis être capable de faire des liens entre celui-là. En tant que gestionnaire, il faut être patient parce qu'1 an, c'est long. Puis ça, c'est dans un contexte où j'embauche des gens qui proviennent d'un milieu créatif. Donc, et si vous embauchez des bibliothécaires, en fait, vous allez probablement le faire avec raison et soyez patient. La première génération de bibliothécaires techno-créateurs puis compétents dans un terme de lab de création ou d'un Fab Lab est à peine née, mais ça s'en vient.
on va les voir naître, là, à mon avis, dans les prochaines années parce qu'ils se multiplient. Mais il faut être patient. Puis sinon, ben, à la fin de tout ça, moi, je voulais aussi pouvoir vous offrir quelques outils de référence. Donc, je vous invite à aller voir quelques ressources que je vais vous nommer comme ça, qui me semblent centrales si vous voulez bien connaître le milieu des Fab Labs, puis être en mesure de bien soit cibler votre mission ou comprendre où aller chercher de la formation, puis de quelle façon. Donc, je dirais, allez voir le site de la Fab Foundation, vous allez retrouver une panoplie d'informations. Ensuite, les programmes de formation que le réseau des Fab Labs offre déjà ont vraiment une structure qui permet de maîtriser tout l'écosystème bien avant de maîtriser une machine en soi. Certaines bibliothèques l'ont fait. Je crois, si je ne me trompe pas, que la bibliothèque Benny avait formé son responsable avec une formation Fab Academy qui lui a permis vraiment d'aller très, très loin dans sa compréhension de l'écosystème technologique. Donc, je parle de Fab Academy et de Fabricademy pour le volet fabrication textile et souple. Allez aux rencontres internationales des Fab Labs. On a la chance, l'année prochaine, ça sera à Montréal, si on peut recevoir des congrès. Donc, c'est une super opportunité d'aller découvrir toute cette communauté-là puis de faire des liens. Allez aussi aux rencontres québécoises des Fab Labs. On est de plus en plus à y participer, puis vous allez pouvoir créer des liens, puis pouvoir échanger des façons de faire avec ces gens-là. Sinon, le site Wikifactory, c'est un site dans lequel vous allez pouvoir trouver des projets concrets qui sont documentés, que vous pouvez répliquer, vous approprier, transformer, puis ensuite retourner sur cette plateforme-là pour la faire évoluer avec d'autres collaborateurs au travers le monde. Donc ça devient très, très intéressant. Il y a aussi le site d'éducation de ScopeDF, qui est la plateforme principale d'éducation de la Fab Foundation. Beaucoup de projets très, très bien documentés aussi qui vont vous permettre d'avoir un point de départ, puis de développer votre offre sur des projets qui sont déjà très, très bien ancrés. Puis finalement, évidemment sur le wiki, sur les laboratoires de fabrication et création de BANQ, on a essayé en fait avec ce wiki-là de produire de la documentation en français sur pas mal tous les points dont je vous ai parlé depuis le départ. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est un wiki, donc vous pouvez aussi partager votre histoire parce que la nôtre n'est pas la seule. Puis, honnêtement, on a vraiment envie d'entendre la vôtre aussi. Donc, c'est vraiment un survol très, très large que je fais aujourd'hui. J'espère que ça va vous permettre de vous questionner puis de répondre vous-même à vos propres questions aussi. Puis vous pouvez aussi nous écrire au square, ça va nous faire plaisir de vous entendre puis de vous répondre si vous voulez qu'on vous aide. Donc, merci beaucoup, puis au plaisir.